tous, bienvenue sur le podcast de la fille qui parle beaucoup. Aujourd'hui, c'est un événement, on a décidé d'investir un peu. Du coup, on est dans un studio, fini au salon pour le moment, mon petit salon est en pause. Déjà, il fait tellement chaud, donc c'est good. Et du coup, j'ai décidé de célébrer cet événement-là en prenant une invitée très spéciale. Bonjour Apolline. Salut Noémie. Ça va? Merci beaucoup de m'inviter pour inaugurer ces nouveaux locaux. En plus, on a eu le temps de faire un petit goûter avant. Donc écoute, je suis remontée au max. Je sens la transpiration qui revient, mais mis à part ça, je suis très posée. J'ai goûté aussi pour prendre le RERD. Il n'y avait pas de crime, les gens ont failli faire des malaises. Ah oui, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure du RERD. Le fameux RERD, mais on en reparlera dans un autre podcast, n'est-ce pas? Je vais bien être là, si tu veux, pour parler de mon expérience du RERD. Mais du coup, après, je t'ai pas invitée pour ça, pour prendre le rôle de Valérie Pécresse. Est-ce que tu peux te présenter aux auditrices et aux auditeurs? Yes. Est-ce que tu as une question particulière, un sujet sur lequel... Qui es-tu? C'est une très vaste question. J'aime bien répondre, j'allais dire, par une question que moi je pose beaucoup sur ma newsletter, mais de qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Et moi j'étais vraiment le genre de personne, tu sais, qui avait 1000 vocations à la minute. Alors je crois que j'ai voulu être danseuse, acrobate, en grandissant avocate, veto, etc. Et donc, je crois que ma vie se définit encore aujourd'hui par des explorations multiples et variées. Et donc, j'ai à la fois un média qui s'appelle La Piscine, où je raconte un peu mes différentes rencontres, questionnements sur la quête de sens et sur comment on trouve sa place dans la société et au travail en tant que personne minorisée. Et à côté de ça, j'ai aussi un studio de communication. Je fais ce geste parce que les activités changent en fonction aussi des besoins des personnes avec qui je travaille. Donc là, tu vois, je suis à Paris pour une semaine de tournage que j'organisais pour des clients. Mais c'est vraiment aider les gens à prendre la parole, à trouver leur ligne édito et à être confortables dans ce qu'ils font. Donc c'est un peu un croisement de plein de sujets, souvent sur mon canapé aussi. C'est un peu notre Martin, quoi. Ah, j'ai la référence, mais je ne saurais plus. J'ai la référence, mais j'ai le générique et je ne sais plus exactement. C'est il se lève le matin et il change, c'est ça? Ouais, il change. C'est ça. Matin. C'est ça. Non, parce que, tous les matins, en se levant. Parce que du coup, Apolline, avec Mélissa, du coup, qui est là aussi, elle nous a mis 20 ans dans la tête, parce que chaque fois qu'on lui donnait une référence, ouais, tu connais cette personne? Ah non. Et ça, tu connais? Non. Après, c'est ce que je te disais, j'ai pas non plus masse référence, mais on n'a pas tant d'années de différence. Enfin, 7 ans, c'est pas... Non, c'est pas énorme. Oui, c'est pas énorme. J'ai pas connu MTV, comme je disais en écoutant vos podcasts, mais je vois ce que c'est. Et je vois le délire. Et je vois Mélissa qui me dit c'est top, donc... Ok, pour MTV. Mais du coup, via ce média que tu as, de quoi tu parles, du coup? Ouais, alors en fait, il y a eu plusieurs étapes, tu vois, dans le média. Je l'ai ouvert Enfin, à chaque fois, je dis je l'ai ouvert en 2020, mais c'est pas vraiment vrai, puisqu'avant, il y a eu d'autres phases d'expérimentation. Mais il faut savoir que j'ai fait une prépa littéraire et je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. J'étais vraiment en mode, on va garder les options ouvertes. Et j'ai fait une école de commerce après. Et je me suis rendu compte, et les matières chiffrées m'ont aussi fait me rendre compte, que l'audit, le conseil, la finance, j'avais pas forcément d'appétence pour ça. Et ces matières n'avaient pas d'appétence pour moi, puisque j'étais souvent, voire toujours, dans les rattrapages de ces matières-là. Non, mais je rigole parce que du coup, t'as fait une prépa littéraire. Et moi, j'ai fait un bac littéraire justement pour éviter les maths. Tu vois. Oui, maintenant, j'étais en ES, moi. Mais je comprends tout à fait. Enfin, franchement, je crois que ça doit être ma tante qui est prof qui m'a dit que c'était mieux de faire ES
plutôt que littéraire, parce qu'elle avait un peu sa hiérarchie en tête. Mais je pense que sinon, je serais allée en littéraire. Parce que, Justice pour la littéraire, quand oui, même. j'allais Parce te poser que, la question, parce ouais. que je sais que c'est pas forcément très bien considéré, tu vois. Bah, En tout cas, moi, dans mon ouais. lycée, c'était vu comme la filière un peu, Saltabanque. j'allais dire poubelle, mais oui, un peu À poubelle, saltimbanque. carrément. En Enfin, fait, pas poubelle, mais tu sais, où les gens allaient ouais. parce que, par défaut, mais sans forcément avoir d'appétence pour la littérature ou autre. Ah, enfin, du coup, il y en avait déjà dans ma classe un peu Ok. des touristes, mais du coup, c'était dur pour la littérature parce qu'ils ne lisaient pas et c'était un peu compliqué. Après, nous, on avait maths et on avait la possibilité d'avoir maths spé, maths Ok, appliquées c'est et vrai. maths européen. Du coup, je sais pas trop ce que c'était. Moi, j'ai pas du tout pris cette option-là. Moi, j'ai pris anglais renforcé. Du coup, j'ai sorti du quai de bouche. Mais du coup, oui, en fait, on touchait un peu à tout en littérature. Ok. Mais c'était un peu ça en prépa littéraire, sauf que Ouais. c'était vraiment toutes les matières littéraires. Et quand je suis arrivée en école et que je savais pas ce que je voulais faire, en plus, j'ai fait plusieurs années de césure parce que Mm. j'ai pris du temps pour vraiment essayer d'explorer toutes les options qui s'ouvraient à moi. Et donc, je voyais des potes de potes qui arrivaient à trouver facilement comment un peu aligner leurs envies et leur taf. Et donc, j'ai commencé en fait à aller voir ces gens-là pour comprendre comment ils étaient arrivés à aligner tout ça. Et j'ai ouvert un site internet avec différentes compilations d'entretiens. C'était à la fois moi parce que ça me permettait de bidouiller en ligne, Mhm. mais ça me faisait aussi, tu sais, comme une sorte un peu de journal que je pouvais ouvrir et faire repasser les différents témoignages en fonction de mon mood en me disant bon ça va, t'es pas toute seule, ou il y en a certains qui s'en sont sortis. Ouais. Et j'ai continué en ouvrant la newsletter en 2020 pendant le Covid où en fait j'étais en stage dans une structure de l'ESS et on est passés tous en chômage partiel. Et c'était vraiment ce truc où je me disais tiens, j'ai trouvé une voie qui m'intéresse et pour autant, je vois Mm. que les budgets commencent à être coupés et donc je vais Mm. peut-être devoir me rabattre sur cette voie que je voulais pas prendre au début et qui, je le rappelle, ne voulait pas non plus de moi. Donc c'était un peu dur et pareil, j'ai commencé en fait dans la newsletter plus à avoir une logique de journal semi-intime où là je racontais plus à la première personne mes différentes explorations, mes différents questionnements et savoir oui comment je pouvais moi aussi réussir à trouver ma place sur le marché du travail. Et comme j'ai toute cette métaphore, tu sais, de la piscine, Oui. c'est un peu à trouver ma ligne de nage dans le grand bain de l'orientation. Donc c'est pour ça que j'en parle souvent. Et j'ai rejoint, j'essaye de te la faire longue, de te la faire courte, mais n'hésite pas à me couper si jamais il y a des sujets que tu comprends pas ou autre, ou Ouais. que c'est trop long. Et après, j'ai rejoint en fait une structure pour m'accompagner sur justement la structuration du média. Comme j'étais encore en fin d'études, Mm. ça rassurait aussi mes parents, ça me rassurait de savoir que j'étais épaulée. Ça s'est pas bien passé. Oh. Et ça m'a fait prendre conscience que au-delà de ces questions de quête de sens Mhm. individuelle, il y avait aussi il y avait aussi plein de thématiques systémiques qui rentraient en jeu Mhm. et que tout le monde ne partait pas forcément avec les mêmes chances ou n'était pas forcément considéré de la même manière sur le marché du travail. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la piscine, c'est vraiment devenu, comme je dis, ce cabinet de curiosité Mhm. / carnet d'exploration où j'essaye de réfléchir à comment faire en sorte que, en tant que personne minorisée, à trouver ma place Mhm. et même à prendre ma place. Tu vois, c'est un switch de vocabulaire que je suis encore en train de faire et comment faire en sorte aussi, comme il n'y a pas que des gens concernés qui me lisent, que les personnes que ça intéresse, qui sont alliées ou qui aimeraient justement pouvoir agir en faveur d'un monde du travail qui soit plus inclusif
et qui participe aussi à aller vers un monde plus écologique et plus vivable, parce que tu vois là aujourd'hui c'est la canicule et je me dis dans un monde idéal on n'aurait pas non plus à Il y vivre a ça. trop de goudron. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, non, mais il y a vraiment il y a trop de goudron, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Et c'est vraiment ça, se dire comment on fait en sorte de créer ensemble un demain qui soit plus durable, mais pas plus durable seulement pour la planète, mais pour toutes les personnes qui l'habitent. Parce que c'est vrai que la transition écologique, et ça c'est un autre sujet, et aussi souvent oublie souvent les gens qui la façonnent. Voilà. C'est vrai ça. Ça, c'est un beau sujet, la transition écologique, parce que du coup, il y a tellement de paramètres à prendre. C'est ça. Que tu vives en France ou que tu vives en Afrique du Sud, ça va pas du tout être la même chose. C'est ça. Et c'est vraiment... Oui. Et c'est vraiment les personnes qui sont les moins émettrices, en fait, qui sont les premières à vivre les conséquences du réchauffement climatique. Je crois que là aussi en Europe, on commence à être touché par les grosses inondations aussi. Oui. En Europe aussi, mais t'as même, tu vois, des urbanistes qui parlent de comment dans les villes, t'as des centres-villes qui sont de plus en plus piétonnisés, de plus en plus verts. Et en fait, une fois que tu quittes cet hypercentre, c'est dans les banlieues, les personnes, c'est du béton, tu crèves de chaud. C'est quand on commence à tout verdir, ça veut dire que ça va être gentrifié, donc cette population va aussi être chassée. Donc c'est un sujet dont je ne suis pas du tout spécialiste, donc j'irai pas plus loin, mais qui mérite aussi d'être... c'est sa prochaine invitée. Ce sera ce sujet-là, du coup. Je peux te donner des noms des personnes que je suis activement sur les réseaux sociaux et qui en parlent. Et c'est passionnant et ça m'a vraiment permis de, en fait, créer cette intersection entre les sujets écologiques et les sujets sociaux, ce que j'avais pas du tout en tête et ce que j'ai pas non plus appris en étant en école ou en prépa, où c'était, je dirais pas déconnecté de la réalité, mais en tout cas qui scindait toutes ces thématiques. Par exemple, ce que tu n'as pas appris en prépa, c'était le fait que tu étais sur le marché du travail, on va dire une femme noire. Déjà une femme, et en plus tu étais noire, tu es toujours noire. Du contraire. Oui. Mais du coup, ça a été aussi cette claque-là. Hein. Je pense que toutes les personnes issues des minorités se sont prises, en fait. On nous a vendu quelque chose, la méritocratie, etc. Si tu travailles, tu l'auras. Mais au-delà de cette méritocratie, on te dit, ah non, mais attends, t'es une femme. Mais attends, mais en plus, t'es pas du tout, t'es pas blanche. Donc, du coup, comment toi, tu l'as géré, en fait, ça? Alors, la méritocratie, c'est pas forcément un sujet qu'on abordait dans la famille. Parce que, tu vois, en arrivant en école, il y avait des personnes qui étaient boursières, qui avaient des prêts, qui pouvaient pas sortir. Et c'est pas du tout des choses que moi, j'ai vécues. Donc, ce serait assez malencontreux si j'essayais d'en parler. Mais en tout cas, tu vois, moi, j'ai été adoptée quand j'étais enfant. Et il y a un peu ce sujet mais dont on reparlera, tu vois. T'as été adoptée de quel pays? Moi, j'ai été adoptée à Madagascar. Et en fait, mes parents, ça n'a jamais été un sujet, je l'ai toujours su, mais en tout cas, la thématique du racisme, ça n'a pas été abordé. C'est ça, c'est pas que c'était pas abordé, mais c'était abordé de façon très individuelle, comme c'est pas quelque chose que mes parents traversent dans leur vie de tous les jours. Il y avait vraiment cette logique de se dire, bon, si t'entends quelqu'un te faire une remarque, ignore-les, et c'est pas grave. Ou alors viens nous dire et voilà, ça se passera bien, on va t'expliquer. Mais il y avait pas du tout cette dimension un peu plus systémique, et je pense que il y avait cette logique aussi de se dire, j'en parlais il y a pas très longtemps avec une pote, que pendant longtemps j'ai pas vu moi non plus ma couleur. C'est un peu c'est plus même dans le regard des gens que je côtoyais dans la ville où on habitait. J'étais entre guillemets comme tout le monde. Et c'était plus au fur et à mesure Mais on te faisait pas sentir, en fait. Non. Non, j'ai jamais senti ma différence. Mais je pense que c'est aussi la sociabilisation qui fait que mes parents n'ont jamais...
enfin, m'ont jamais dit que j'étais différente. Et comme j'étais la seule personne noire et que j'ai des codes aussi qui sont très blancs, mon intégration, enfin ma place n'a jamais été questionnée non plus. Et c'est plus là, tu vois, dans les écosystèmes où en vieillissant, puisque je ne grandis plus, où je sais que je suis de plus en plus vocale sur ces sujets d'inclusion. Là, je vois au contraire que ma différence est plus marquée. Mais en tout cas, moi, j'ai découvert plus tardivement justement que j'avais une couleur de peau qui allait avoir des conséquences, qui allait avoir un impact sur la façon dont j'allais être perçue en société. Ça, c'est marrant, ça, parce que moi, je l'ai aperçu. Non, oui, En fait, ça allait être une question. J'essaie de m'en souvenir, et en fait, je crois que très jeune, je l'ai su, en fait. Ok. Que, tu vois, j'étais noire, en fait, j'étais complètement différente. Parce que je me souviens, moment de vieux, mais quand on prenait l'autoroute, tu sais, il y avait des affiches avec la flamme du parti de Le Pen, là. Et du coup, il y avait ces affiches-là. Je voyais, en fait, dès que j'ai appris à lire, j'ai lu les affiches et je voyais des dehors les étrangers, dehors. Ok. Et donc, du coup, moi, en fait, consciemment, en fait, je savais déjà que j'étais ça, mais en plus de ça, après, avec mes parents, qui m'ont raconté aussi leur histoire, d'où on venait, parce que du coup, moi, je disais bien, je viens pas de Gaulle, tu sais, l'histoire. Oui, les Gaulois, et je suis là, mais attends, je disais à mes parents, vous êtes nés à Lutèce ou... C'est tes parents, c'est quoi leur... Enfin, c'est quoi l'histoire de ta famille? Bah, en fait, mes parents, ils sont venus en France très, très jeunes. Ok. Très, très jeunes. Et moi, après, dans la famille de ma mère, son père et ses frères, les frères de mon grand-père, du coup, ils ont fait des études en Europe. Ils ont fait des études en Europe, etc. Et après, ma mère, du coup, elle est venue en Europe un peu plus tard. Mais il y avait pas... du coup, c'est assez marrant, ça. Le fait d'être noire, moi, j'ai su très vite, très tôt, qu'il y avait quelque chose qui... Pourtant, je vivais en communauté, il y avait de tout, hein. Mais j'ai su très vite que j'étais noire et que j'étais... Ok. Et c'est après que j'ai su que j'étais femme, quand j'ai été sur le marché du travail. Ah, ça, donc toi, marrant, ça a été inverse. Parce que moi, j'ai commencé par... Enfin, tu vois, en études, sortie de prépa, en école de commerce, le sujet, c'était vraiment plus le féminisme. Ouais. Et c'est ensuite, en découvrant, mais encore avec des guillemets, tu vois, que j'étais noire, que là, j'ai intégré les thématiques de racisme. Non, moi, en fait, je me souviens... Mais t'as su que t'étais noire avant... Avant d'être femme, ouais. Et ça, je l'ai su un jour quand je voulais postuler. Moi, j'ai eu tellement de vie. À un moment, je voulais faire partie du GIGN. Ah oui, je m'attendais pas à cette vie-là. Je t'entendais pas, donc j'étais partie. Ils étaient dans le centre commercial, donc du coup, j'y vais. Et je lui dis, bah vas-y, je veux faire partie du GIGN. Et ils me disent, ah, mais le mec, il me dit, ah, mais non, mais tu peux pas. Je dis, bah pourquoi je fais du sport, machin, je peux courir 2 heures à l'époque. Je pouvais courir 2 heures, etc. Il me dit, non, mais t'es une femme, en fait. Tu vas pas rester dans un trou pendant 2 semaines avec des mecs. Il dit, en plus, imagine, t'as tes règles. Et j'étais là, what? Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte, j'avais quoi, 17 ans, 18 ans, je sais même plus, oui. C'est là que je me suis rendu compte, en fait. Ok. Oui, moi, je me suis rendu compte... Attends, je suis en train de réfléchir, mais pour certaines activités que j'étais une meuf, mais parce que, par exemple, tu vois, je sais pas, une fois, j'ai voulu faire de la plongée et il y avait une limite d'âge à partir duquel tu pouvais postuler. Et moi, ça a été un non, parce que j'avais pas, je crois que c'était 16 ou 17 ans. Et le fils de quelqu'un d'autre du club a postulé aussi et n'avait pas l'âge et a été accepté. Et comme c'est un club très masculin, dans la famille, on s'est un peu regardé en se disant, bon, on sait. Et c'est pour ça, tu vois, même c'est venu après et je repense à différentes anecdotes que je peux avoir au collège. Et c'était plus, en fait, par rapport à des gens qui pouvaient être étrangers ou d'origine africaine. Et là, il y avait des remarques. Et donc, moi, je sensibilisais mes potes en disant, mais c'est pas normal de dire ça, c'est raciste ou ceci, cela. Et en plus, ça peut s'appliquer, tu vois, ça peut s'appliquer à moi. Et là où je te disais, on me considérait un peu différemment, il y avait toujours ce truc de,
Ah mais T'es non, pas pareil. c'est ça, t'es pas pareil. Mm. Et c'était vraiment tout un tas de leur dire, mais en fait, Bah si. mais si, enfin oui, oui, voilà, c'est ça. Si tout le monde se ressemble et on n'a pas les mêmes trajectoires de vie, mais respecter les gens, ça devrait être la base. Et c'est plus tard, parce qu'au lycée, j'ai eu des fois des remarques, mais je pense que comme c'était pas un sujet, en fait, que j'avais identifié et sur lesquels j'avais été sensibilisée, je l'avais pas forcément perçu comme quelque chose de raciste ou de stigmatisant. Non, je repense à des personnes qui pouvaient me poser la question si dans mon lycée qui était très blanc, tu vois, de savoir si j'avais été adoptée ou si j'étais fille de diplomate. Et en fait, sur le moment, ça m'a pas du tout semblé bizarre ou j'allais dire raciste, mais c'est plus tard, une fois que j'avais déconstruit justement tous ces biais-là, que je me suis dit, bah tiens, c'est étonnant, ça veut dire que dans leur esprit, il y avait que ces deux options qui pouvaient expliquer que ma présence dans ce lycée était justifiée. Et je pense que c'est vraiment ce truc de par mini déblocage. Et après, un jour, j'ai eu cette claque, tu vois, dont on parlait, qui a fait que je me suis dit, ah, mais tous ces trucs d'avant, c'est un peu, tu sais, comme une pile et un moment ça casse ou les gouttes d'eau que t'ajoutes. Tu t'es rendu compte en fait de la violence des propos parce que c'est ça. En gros, si t'es pas ça ou ça, qu'est-ce que tu fais parmi nous, quoi? Bah, la question était vraiment pas tournée comme ça, parce que c'était pas du tout normal, mais comme c'était vraiment de l'entre-soi, c'était une question qui était, tu vois, de l'étonnement. Et même, on dirait une question. C'est pas normal. C'est pas normal, non. Non, c'est pas normal. Et tu vois, même, tu dis, tu t'en es rendu compte. Mais moi, c'est en thérapie, en échangeant avec ma thérapeute, qu'elle m'a fait prendre conscience de ça. Et je pense que seule, j'aurais peut-être pas conscientisé, ou du moins peut-être pas aussi rapidement. Non, mais en fait, là, t'as vécu une scène de Neuilly sa mère. Tu te souviens de ce film? J'ai pas vu ce film. C'est un vrai. Ok, du coup, les gens qui écoutent, enfin, peut-être qu'ils l'ont vu ou pas, mais tu sais, à un moment, c'est un petit qui va, du coup, chez sa tante, qui est dans un meilleur collège, et à Neuilly, du coup, Neuilly-sur-Seine. Okay. Et il voit un noir, et il est là, oh, trop bien, tu vois, parce que lui, c'est un petit arabe et tout, qui va, c'est le seul rebeu de son collège. Il voit un petit noir, il dit, oh, ça va, mon frère, et tout, il fait, je ne comprends pas, il doit avoir un malentendu. Et lui, par contre, il dit, je suis fils d'eux, tu vois. Mais toi, t'as vécu du coup l'inverse, en fait. C'est ça qui est drôle, en fait. C'était la petite parenthèse. Ah, je vois. Non, j'ai pas vu ce film. Faut que tu vois cette référence. Je pense que tu vas. Mais maintenant, j'ai la référence. Maintenant, t'as la référence. Par rapport à tout ça, ton vécu, etc. Donc, t'as fait une prépa. T'es partie en cours. T'as suivi le parcours dit qu'il faut faire. Mais à un moment, on craque. Alors, le parcours classique, mais j'ai quand même fait pas mal d'années de césure. Tu vois, que ce soit en école ou même au lycée, j'ai fait 1 an à l'étranger. Ouais. Et donc, j'étais aux États-Unis pendant 1 an, dans la banlieue de Phoenix. J'ai fait 1 an dans le désert, en Arizona. Et c'était très bizarre parce que, tu sais, en fait, la ville est toute verte, comme il l'arrose tout le temps. Ouais. Mais dès que tu sors, c'est le désert. Moi, ce qui m'avait choqué là-bas, c'est que dès que tu ouvres ta fenêtre, t'as les montagnes. T'as des cactus et t'as les montagnes. Oui, tu sais, t'as vraiment le truc vert où il y a les maisons. Puis derrière, après, il y a rien. Il y a des cailloux, quoi. Oui, il y a rien. Mais je me souviens d'une fois où on était en chemin vers la Californie et mes lunettes de soleil, tu vois, ont fondu tellement il faisait chaud. T'as pris la route 66 ? Je ne sais plus. Mais je me souviens juste de ce... Mais attends, il n'y avait pas de crime dans ta voiture ? On avait fait une panne. Et en attendant que le réparateur arrive, il a suffi de quelques minutes et ça m'a fait peur aussi sur nous, la façon dont on allait vivre avant que la personne arrive pour réparer la voiture. Ah oui.
Vous étiez un peu dangereuse, hein? Dangereuse, je sais pas, mais... Non, c'était vraiment juste qu'il faisait super chaud Ouais, dans non, la il faisait voiture. très chaud en Il faisait Arizona. très chaud. Donc après l'Arizona, du coup? Et donc j'ai fait mon année en Arizona et après j'ai fait des échanges aussi pendant l'école de commerce. Je suis partie en Inde et en Finlande. Et après j'ai fait une année de séjour où là je voyageais, mais même tu vois j'allais aussi voir des potes en France. C'était quand j'avais commencé à lancer le média. D'accord, donc tu as un peu voyagé, tout C'est ça. Et par contre, dans ton média, tu évoques ton burn-out. Alors je parle pas vraiment de burn-out dans le média. J'ai rencontré des personnes qui en ont fait et moi je saurais pas te dire si j'ai fait un burn-out ou pas. En préparant l'épisode de podcast, je me suis posé pas mal de questions sur. Mais je parle beaucoup de santé mentale, de fatigue. Mais c'est vrai que j'ai pas eu un moment de rupture où je peux te dire là j'étais en burn-out. Ouais. Non, je sais qu'en prépa j'ai eu un premier moment où mon corps m'a dit Stop. Là tu travailles trop, girl, you gotta stop. C'était une fois où en fait j'ai dormi pendant plusieurs jours. Mais mon corps a switch off. C'était juste, je pense que j'avais un rythme, peut-être le stress, parce que je me souviens pas me sentir super fatiguée. Mais où je sais que j'ai perdu des points de vie et que maintenant j'ai des résistances qui sont moins fortes. Mais en fait, la seule fois où vraiment j'étais en PLS et j'ai dû arrêter, c'était pas forcément dû à ma charge de travail, mais plus à l'ambiance de travail dans un environnement qui me correspondait pas. Et en fait, j'avais plus de créativité, j'étais plus motivée. J'ai passé quelques jours, tu vois, dans mon lit avant d'appeler ma psy, qui n'était pas encore ma psy à l'époque, mais c'est ce qui m'a décidé à passer le pas. Et par contre, oui, dans le cadre de la newsletter, j'ai parlé avec énormément de gens qui ont eu des burn-out. Oui, qui ont eu des burn-out, mais que ce soit des burn-out en poste et même pour certaines, je pense à Anne qui aujourd'hui s'est reconvertie pour faire de la poterie, qui elle a eu un burn-out pendant ses études où en fait son rythme en tant que stagiaire était tellement intense que un jour son corps lui a dit stop. Et il y avait à la fois cet aspect travail et intensité au travail, mais il y avait aussi la question de la toxicité de son environnement professionnel. J'ai l'impression que c'est de plus en plus tôt les burn-out. Et surtout chez les femmes, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu je pense qu'on se dit, non, mais on va faire. Tu sais, il y a ce côté superwoman. Tu vois, jusqu'à ce que le corps dise stop, comme toi, tu l'as eu, on va continuer, en fait. Jusqu'à ce que là, du coup, même après, clac, il y a le gros paf et là... Oui. Mais en fait... je pense que t'as plusieurs sous-sujets, tu vois. Déjà, le fait qu'on parle très peu de santé mentale. Moi, je sais que, en fait, à partir du moment où j'ai eu mes problèmes au taf, j'ai commencé à en discuter de façon très open auprès de mes potes et je me rends compte que, finalement, c'était des discussions qu'on n'avait pas forcément encore eu l'habitude d'avoir et que ça pouvait être un peu difficile d'aborder. C'est le fait que t'ailles pas bien, que t'aies besoin de ralentir. Et ça reste, même dans ma famille, c'était pas non plus des discussions qu'on avait de façon naturelle. Maintenant, ça l'est parce que de fait, je suis allée chez ma psy tellement toutes les semaines que. Toi, tu l'as évoqué comme ça, tes parents, t'es partie voir une psy? Oui, de toute façon, en fait, non, je les ai appelés en leur disant là, je suis en PLS, ça fait 4 jours que je suis pas sortie de mon lit. J'étais en plus venue à Paris en me disant bon je vais changer d'environnement, peut-être que ça va m'aider. Ça n'a rien changé, j'arrivais plus à réécrire, à rien faire. Et chez moi, comme je passe beaucoup de temps à créer, à partir du moment où j'arrive plus à écrire, je sais que c'est un signal qu'il y a quelque chose qui déraille. Et je me sentais épuisée. Enfin, là, j'ai retrouvé des photos de mon année 2023. Tous mes traits sont tirés. On voit que je suis au bout du rôle. Et finalement, le fait d'avoir été en PLS, tu vois, ça a débloqué ce truc de dire à mes parents, là, je me sens vraiment pas bien. Et j'ai besoin de faire ça. Et donc, aujourd'hui, on en parle aussi de façon très, très ouverte. Parce que du coup, moi, tu vois, le burn-out, par exemple, on va dire chez des personnes issues de la diaspora africaine, ça n'existe pas. Ok. Et toi, comment tu vis justement ton rythme de travail? Est-ce que c'est des choses Je vais pas les évoquer avec mes parents. Okay. Par exemple, je vais les évoquer avec mes sœurs, mon frère, mais pas avec mes parents. Mes parents ne comprennent pas. Parce que, tu vois, c'est une génération, du coup, qui, eux, ont dû aller au-delà du burn-out, au-delà du racisme, au-delà des courses poursuites contre les skinheads. Parce que, enfin, quand ils sont venus dans les années 80, 90, il y avait que ça.
Du coup, c'était, on va continuer à construire, en fait, parce qu'on n'a pas le temps ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Et tu sais, des fois, on dit, ah, mais on comprend pas, elle a fait un AVC, elle a fait ça, une crise cardiaque. Mais en fait, c'est toute la charge, en fait, qu'ils ont eue, qui redescend des fois. Et on se dit, ah, mais on comprend pas, c'est bizarre, tu vois. Mais en fait, c'est pas si bizarre que ça. Oui. Bah, c'est ton corps qui emmagasine au fur et à mesure. Et ça, et je regarde Mélissa qui est juste en face, parce qu'on en a déjà parlé dans le cadre de son ancien taf, mais le fait que moi, pendant très longtemps, je parlais de santé mentale uniquement intellectuelle, tu vois, en me disant, bon, je vais faire 3 respirations et ça va mieux se passer. Tu vois, c'est ça, je vais faire des séances, des séances de yoga. Et en fait, tu vois, avant d'être en PLS, j'ai testé 1000 solutions. J'allais courir, mais j'allais courir de plus en plus longtemps parce que j'avais de plus en plus d'émotions à processer. Et en fait, mon corps a lâché au bout d'un moment, mais parce que t'accumules tout ça. Attends, mais petite parenthèse, t'allais courir. Du coup, moi, j'ai une petite thèse là sur les gens qui courent tout le temps. Les cadres sup qui courent beaucoup, là, qui font des marathons, je connais qui font des Ironman et tout, mais unpopular opinion. Est-ce que, du coup, ce serait peut-être un autre sujet, mais j'ai l'impression qu'ils courent après, enfin, ils courent contre le mal-être, tu vois, qu'ils ont, tu vois, et genre, en gros, c'est pour ça qu'ils courent autant, tu vois. Ah, je sais pas. Alors, bon sujet, je ne saurais pas parler pour les autres personnes qui courent. Mais en tout cas, moi, je sais qu'il y avait vraiment ce côté vider mon énergie et aussi un peu de catharsis de mes émotions que je savais pas forcément exprimer, que ce soit en mots, parce que c'est vraiment en allant chez ma psy que j'ai appris à le verbaliser, à ressentir. Enfin, je fais ça, mais c'est vraiment à ressentir dans mon corps quand je suis en colère, quand je suis triste, etc. Et je sais que, malheureusement, c'est un sujet aussi d'accessibilité, que les gens n'ont pas forcément les moyens d'aller chez le psy et de se payer des séances, parce que c'est un vrai coût. C'est un vrai coût. Mais oui, en tout cas, je ne courais pas contre quelque chose. Mais il y avait ce truc de j'ai envie de me vider. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais pas non plus le niveau pour courir des marathons, donc mon corps essayait de gérer d'une façon différente. Ouais, il t'a dit tu vas pas faire d'Ironman, quoi. Ni de crossfit et tout. Non, mais moi, j'ai la théorie. Mais j'ai fait du crossfit aussi, j'adorais. Et après, il y a la deuxième théorie. Et là, je regarde Mélissa parce que c'est elle qui me l'avait transmise. Mais de dire qu'on est aussi des profils, enfin, je dis mais c'est les profils qu'on fait, tu vois, prépa, école de commerce, on travaille, en tout cas, moi, je travaille aussi beaucoup comme ça, plus au résultat et à l'objectif. Et donc, il y a vraiment ce truc, tu vois, de se dire, je regarde mon travail, je me dis, cette semaine, j'ai fait, je sais pas, j'ai couru 10 km en tant de temps. Bah, la prochaine fois, comment je vais faire pour aller encore un peu plus loin et essayer de me dépasser? Et ça, c'est un vrai, tu vois, tu parlais de mérite. Tu te challenges tout le temps, en fait. C'est ça, mais c'est ça. Challenge. C'est ça. Tu peux même pas te reposer même sur une activité. C'est ça. Ouais. Et pour moi, c'est plus ça le piège de l'ultra performance et de l'ultra productivité, en fait, où on te dit toujours, quel va être ton hack pour tenir 1 minute de plus, ceci, cela. Et c'est comme ça aussi que tu te crames, parce que tu vas au-delà de tes... Et là, je me reconnais pas. Au-delà de tes limites. Et ça allait être ma question de savoir ce que je t'ai vu faire. Oui. De savoir, toi, comment tu fais? Moi, en fait, je sais que je suis toujours très dure avec moi-même. Là, je peux pas, j'y arrive pas. J'essaye d'être moins dure avec moi-même. Ok. Je suis un peu moins, mais j'ai toujours été comme ça. Et quand tu dis la ultra, je suis jamais satisfaite de moi, en fait. Tout ce que je fais, je me dis, ah non, mais là, je peux faire beaucoup mieux. Là, je peux faire ça. J'ai seulement appris il y a quelques années à redescendre. Et même en faisant ce podcast, tu vois. Ouais. Le premier épisode, je l'ai fait, j'ai dormi à 4 heures du matin. Mais c'était n'importe quoi. L'épisode, il dure 28 minutes, hein. Mais je voulais que ce soit parfait. Et tellement que je voulais que ce soit parfait, j'ai sorti le lendemain à 18h, bref, j'avais programmé pour me rendre compte, en fait, il y avait un trou de 3 minutes. Tu vois. Donc, du coup, ultra perfection, j'étais là, mais c'est quoi ce truc, tu vois. Et en fait, j'ai appris via ce podcast-là à me détendre, à me dire, allez, tout ça se passe, on va aller vite de flow, ça va aller. Et je me posais la question, parce que tout à l'heure, tu parlais de, tu vois, l'histoire de tes parents, aller au-delà des skinheads. Est-ce que tu penses qu'il y a un peu cette influence aussi de... Bien sûr, de réussite. Ouais, de réussite. On est obligé de réussir. Okay. Là, je parle vraiment pour tous les enfants d'immigrés et tout. Je pense on doit réussir parce qu'ils ont sacrifié tellement que tu vois, t'as aussi ce poids-là de réussite. Moi, quand j'ai dit à mes parents que je prenais une année de césure, c'était comme si je leur annonçais que j'étais l'associé de plus grand criminel du monde, tu vois. Enfin, pour eux, ils m'ont pris vraiment... Mais voilà, c'était la fin du monde, tu vois. Et après, quand je leur ai dit que je partais à l'étranger, ils m'ont dit, mais tu vas y habiter. Enfin, eux, ils étaient là en mode, tu vas immigrer. Je disais, non, moi, j'y vais, je vais visiter un pays. C'était, mais
pourquoi, tu sais, ils étaient là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça, tu vas visiter? Enfin, ça n'existe pas chez nous, tu vois. Ils étaient Oui, là, ok. mais attends. Et en fait, du coup, non, t'es obligé de réussir, en fait. Enfin, t'as cette espèce de contrat qui n'est même pas, qui est implicite, où on va te dire, on t'a mis là, on t'a dit, mis dans cette école, on t'a donné cette chance-là, tu dois réussir. Si tu n'y arrives pas, là, après, derrière, tu sais, ça toute cette pression-là. Et je pense que, c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il y a autant d'enfants d'immigrés aujourd'hui, de la génération, de la première génération, peut-être un peu moins pour les autres, je sais pas comment ça se passe, mais moi, ma génération, la génération de ma grande sœur, et oui, ils ont tous fait plus ou moins des burn-out. Il y a toujours cette pression, tu vois, de la perfection, d'aller toujours au-delà, de faire 4 fois, 2 fois, 10 fois plus que les autres pour arriver à un résultat et satisfaire des parents qui sont en fait jamais vraiment satisfaits. J'aime parce que tu l'as chuchoté, mais en fait, c'était peut-être le moment clé. C'était le moment clé, mais voilà, il y a toujours ce truc-là. Et en plus de ça, tu vois, on subit en plus une autre charge raciste que nos parents n'ont pas reçue au travail, parce que nous, on accède très souvent à des endroits où ils n'ont pas accédé eux. Du coup, s'ils ont accédé, c'était avec difficulté, et nous, on va encore au-dessus, tu vois, parce qu'on est là en mode, on va aller encore plus loin, etc. Et après, tu te reçois la charge raciale au travail, et ça, c'est les micro-agressions et tout. Et moi, quand je les ai eus, je crois que j'avais fait un burn-out, mais heureusement, j'ai failli faire un burn-out, mais heureusement, après, je partais 6 mois plus tard à l'étranger. C'est ce qui m'a fait tenir. Mais en fait, je pense qu'il y a ce truc aussi que j'ai pas du tout quantifié, de me dire, c'est ces micro-interactions, micro-actions, même des fois micro-sensibilisation, comme t'es la personne qui doit éduquer ou dire, ah, bah, ça, c'est pas ok, ou alors, ah, tiens, bah, je vais t'expliquer pourquoi ceci, cela, tiens, je vais te recommander quelqu'un pour parler inclusion, mais en fait, t'as un peu comme les femmes, tu sais, dans le foyer, dont on parle de charge mentale et te se dire que t'as une deuxième journée. Mais en fait, tu passes ton temps à suranticiper aussi les différentes choses qu'on peut penser de toi ou autre. Tu te rends compte, en fait, et ça peut être, ça te. En fait, ce que je trouve dur, c'est qu'on parle de plus en plus d'authenticité, mais avec justement toutes ces questions de charge raciale, tu peux pas. C'est difficile d'enlever ton masque et de pouvoir être vraiment toi-même. Moi, je me souviens, j'avais parlé avec quelqu'un dans le cadre de la newsletter et c'était sur aussi les expressions et le vocabulaire que tu peux employer au travail. Et où cette personne m'expliquait que parfois, elle n'osait pas prendre la parole parce qu'elle savait pas si son niveau de langage allait être adéquat et que parfois, elle avait l'impression de devoir fournir 2 fois plus de travail pour sonner professionnel, corpo et matcher un peu les personnes avec qui elle était dans la pièce, alors que elle et eux semblaient très à l'aise et employaient des tournures qui étaient peut-être un peu plus difficiles de façon naturelle. Et que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de vraiment tacite et d'implicite, mais que rien que ça faisait qu'elle mettait un masque sur sa façon d'être. Et c'est ça que je trouve difficile aussi quand tu parles de... Tu sais, des fois on dit l'habit fait le moine. Et finalement, tu peux pas... Enfin, je trouve ça difficile de juger les gens juste sur la manière dont ils sont, la manière dont ils s'habillent, parce que c'est des codes qui vont favoriser aussi un certain type de personnes et certains types de parcours. Exactement. Moi, je sais que toute cette adaptabilité-là, je l'ai eu direct au collège, parce que mes parents étaient en collège privé. Et du coup, il y avait que 3 noirs, je tiens à le dire. Collège et lycée mélangés. J'ai bien aimé je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Et c'était dur. Moi, je suis partie d'une école élémentaire où il y avait c'était un melting pot, quoi. Il y avait de tout. T'avais même des gens d'origine portugaise, italienne, etc. Enfin, c'était vraiment génial. D'un truc où c'est une couleur, c'est monothème, comme je disais. Et du coup, t'es là, t'es 3 noirs. Et moi, j'avais mes codes. Et du coup, j'ai dû m'adapter. J'ai mis 2 ans et demi. À la 3e année, Mélissa est arrivée, elle a tout détruit. Je tiens à dire. Le terme détruit. Mais, du coup, en fait, on a dû s'adapter. En fait, j'ai dû m'adapter, apprendre un nouveau langage, apprendre de nouvelles choses. Et c'était hyper violent, en fait. Tu sais, t'arrives en 6e. Moi, j'étais avec mes baggies, j'étais avec mon hip-hop, j'étais avec mes trucs. Et j'écoutais même du rock, en fait. Mais on m'a fait comprendre que ma culture, en fait, tout ce que je faisais, c'était pas bien. Donc, du coup, il fallait que je m'adapte, etc. Tu vois, que j'ai un certain langage. Alors qu'après, quand je retournais au basket, ce que j'en faisais, j'avais encore une autre culture et après, je devais m'adapter. Donc, du coup, quand je venais avec le truc que j'avais au collège, au basket, on me disait, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce truc et tout, machin? Et ensuite,
Voilà, après, je partais au collège avec mes trucs, mais non, mais n'importe quoi et tout. Enfin, je voilà. vois, oui. Oui, et puis c'est aussi, tu sais, c'est ce qu'on appelle le code switching, et c'est vraiment le truc voilà. aussi de se dire, c'est épuisant de devoir sans C'était cesse changer. fatigant. C'était fatigant. Et Ouais. ça me fait penser à, je sais pas si tu connais l'humoriste Jamil Le Schlag. Oui. Et il a fait, j'ai Je regardé il y connais. a pas longtemps son premier spectacle Ouais. sur YouTube. Et en fait, dedans, il parle justement de ce code switching où il dit, bon, bah, quand je suis à Bobigny et que je vois mon pote, j'ai employé un certain langage. Et tu vois, il le mime. Bon, je vais pas te le refaire parce que je vais le faire 1000 fois moins bien que lui. Et après, il mimait quand il arrivait chez France Inter en disant, salut, je croise Zoé, tu vois, un peu bobo, genre, salut, tu manges des Salut, graines. ça va? C'est ça, Tu tu passes un manges. bon week-end? Ah, mais c'est Ça. super! Tu vois, ou dire je t'ai pas vu au vernissage de machin, alors que 5 minutes plus tard, 5 minutes plus tôt, il disait en fait, je m'en fichais de ce vernissage. Et ce qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'à un moment, il dit mais ma plus grande peur au-delà de ce truc de devoir switcher, c'est d'un jour me tromper de logiciel. Et tu vois, et là, il a remimé en disant bah s'il est à France Inter, comme il se comporte comme il est avec ses potes, et s'il est avec ses potes comme il est à France Inter. Donc tu le vois qui dit tiens, tu pousses à la salle, tu prends des graines de chia. Et donc c'est hilarant. Tu te dis bon bah son pote doit se dire mais que se passe-t-il? Et pareil, France Inter, bah ce sera pas du tout la même façon de le considérer. Et c'est ce truc où en fait t'es constamment en train de te poser la question de comment je m'adapte, même comment je m'habille, comment on va m'accueillir. C'est ça. Même les vêtements, tu vois, c'est symbolique. Ça va être, tu vas mettre beaucoup de couleurs. On va dire, pourquoi tu mets autant de couleurs? En fait, non, quand tu vas au travail, c'est chemise blanche, veste noire, tout doit être sombre et tout. Oui. Et ça, j'ai fait une fois et j'ai dit non, déjà, j'aime pas les vestes. Et du coup, j'ai jamais vraiment respecté le code. C'était ma manière de me rebeller, en fait. Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à un moment, j'ai arrêté de changer, en fait, de switch code et tout. J'ai dit, j'en ai marre. Je suis partie un jour à un entretien avec une perruque grise. Oh, j'adore. Histoire vraie. J'en avais marre. J'ai dit, franchement, j'en ai marre. Je vais me trouver un taf en intérim. Je vais aller en entretien avec ma perruque grise. Et en fait, j'ai été prise. Et un jour, le RH, il m'a dit, mais tu sais pourquoi je t'ai prise? Je dis, mais pourquoi? Il m'a dit, mais en fait, je me suis juste souvenue de ta perruque, en fait. Trop bien. Il m'a dit, en fait, tu vois, avec le CV, ça se ressemblait. En fait, c'était ton truc, ta personnalité. Et en fait, c'est à partir de là, en fait, quand il m'a dit ça, je dis, vas-y, je vais arrêter de code switching. Oui. Même quand je suis partie au Japon, j'étais moi-même, en fait. Mais c'est trop cool. Tu vois, alors qu'au Japon, c'est vachement tac, tac, tac. Il y avait des trucs que je respectais. Après, les trucs, je disais, c'est bon, je suis française. J'étais là, je poussais les gens à syndiquer déjà au resto et tout. C'est la grosse rebelle. Mais oui, c'est fatigant, en fait, toute cette charge, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi évoquer parce qu'on met un peu des fois sous le tapis. On se dit, non, il faut que je surperforme et tout. Et même, je pense, les entreprises, tu vois, aussi se disent, c'est à ces personnes de s'adapter. Oui. Mais, c'est un travail que tu ne devrais pas avoir à faire. Et c'est en étant toi-même aussi que tu te sens bien au travail, que tu peux tisser des liens, que tu peux être efficace dans ce que tu fais. Et moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec une personne que j'avais reçue sur la newsletter où on parlait des afros. Parce que là, je suis en processus, tu vois, de repousse de cheveux, donc j'expérimente différentes choses. Et il y avait toute cette question de aussi comment tu assumes le fait que tes cheveux prennent de la place et qu'ils soient différents. Et je sais que je crois que j'avais trouvé ça dans une étude de Dove et LinkedIn qui disait que c'était 66% des meufs noires qui changeaient de coiffure avant un entretien pour majoritairement se lisser et avoir l'air plus pro. Alors que je fais. Oui, alors que tu vois, les textures de cheveux, c'est toi, ça devrait pas. Moi, c'est la première chose que ma mère m'a dit. Ouais, mais tu vois, il faut que tu trisses les cheveux, ou tu les attaches, ou tu mettes une perruque. Et en fait, il y a ce truc-là, tu vois, j'avais ri parce que les Afro-Américaines, elles le font, et en fait, on le faisait aussi. C'est pendant les premiers mois, tu sais, tu mets ta perruque lisse, et une fois que tu as signé ton contrat, et là, paf, tu ressors ton afro. Et là, quand même. Et moi, mes parents me l'avaient pas dit. Et en fait, je suis comme ça, et avant, j'avais les cheveux rasés. Et là, ce que cette pote m'expliquait, c'est que elle avait fait aussi de son afro un peu sa signature en disant, j'étais à la Défense et les gens étaient plus prompts à venir me voir, me demander comment j'allais, me parler de mes cheveux. Ça faisait un peu un icebreaker et en même temps, personne ne m'a jamais fait ressentir que cette différence était négative. Et ça lui a permis de déployer toute l'énergie que tu peux mettre parfois à vouloir te cacher à juste... vivre sa vie et vivre son taf. Mais je trouve qu'après, il y en a de moins en moins ce truc de l'afro, etc. où on n'arrive pas à te recruter parce que de plus en plus de jeunes hommes déjà avec des afros, avec des nattes couchées, avec des locks.
De plus en plus de personnes aussi qui assument, de femmes qui assument leur afro aussi, qui assument voilà, la versatilité du cheveu crépus ou du cheveu bouclé. Et ça, je pense qu'à force de travail, en fait, qui a été fait en amont pendant des années, enfin, on peut un peu être soi-même et même pas être soi-même, genre juste assumer ce qui pousse sur notre crâne, en fait. Oui. Et Enfin, sur les fou, réseaux, t'as aussi tout le mouvement qui t'aide Ouais. à prendre soin de tes cheveux, à savoir comment les couper, tous les trucs autour du big chop. Enfin, Puis il y a ce côté éducatif aussi, c'est pour ça. les entreprises aussi, en disant, mais vous savez, c'est leurs cheveux, ils peuvent pas changer, en fait, la C'est nature ça. du cheveu. Et il y a une Donc, loi sur la discrimination capillaire il y a une loi qui est aussi, passée, qui est d'ailleurs, passée. il y a Donc, un mois, non? Ou deux, oui, je sais oui. plus. Et ça permet aussi d'ouvrir le dialogue sur ces questions-là. Oui, oui, je pense que c'est assez, c'est assez important. Enfin, on croirait pas, en fait, discriminer parce que le cheveu qui pose sur ton crâne, où t'as C'est même ça. pas de... Enfin, moi, si je pouvais, j'aurais les cheveux de réponse, hein. Mais non, en fait, j'ai les cheveux bouclés, frisés même, donc j'ai pas le choix. Oui, mais c'est aussi très beau, en fait, Non, mais cette c'est super texture de beau, mais du cheveux. coup, qu'on dise, tu vas pas avoir je vais pas t'embaucher parce que tes Oui, cheveux c'est ça. poussent comme ça, je trouve ça juste fou, Oui, en oui. fait. Bah, embaucher les gens pour leur identité et non pour leurs compétences, déjà, c'est un non-sens. Ouais. Enfin, c'est pas comme si tes cheveux ou même, tu vois, si tu te fais les ongles, ça avait un impact sur la façon dont tu réfléchissais et la Exactement. façon dont tu allais faire ton travail. Et c'est important aussi d'avoir j'en parlais tout à l'heure, j'ai eu une discussion là-dessus, mais c'était de se dire en tant qu'employeur, de pouvoir accompagner les personnes qui seront peut-être discriminées dans leur taf à pouvoir se sentir à l'aise dans leur quotidien. Et là, en l'occurrence, tu vois, c'était quelqu'un qui me parlait d'une jeune femme voilée dans son équipe client qui était devenue responsable client et donc le visage aussi de l'entreprise. Et que c'était en parlant en interne aussi que ça lui avait permis de prendre en confiance et de se dire, mais s'il m'arrive un truc et si quelqu'un me fait une remarque, je sais que derrière, j'ai tout le monde qui va aussi venir m'aider et qui va pouvoir remettre en place la personne qui me fait des remarques. Et c'est ça qui est super confortable aussi, de se dire, mais je sais que je suis soutenue, mais même pas soutenue forcément que par les personnes qui me ressemblent, mais par tout le monde. c'est ça, par toutes les personnes. C'est tellement important d'être à l'aise au travail. On passe beaucoup plus de temps au travail qu'avec sa propre famille. Ah oui, c'est triste. C'est triste. Franchement, c'est d'une tristesse. Oui. On passe même beaucoup plus trop de temps dans les transports en commun. Le RERD, je répète encore. J'ai une vendetta personnelle contre ce train. Ça fait presque 20 ans que je le prends. C'est toujours le même problème. Enfin, bref. Mais voilà, donc je trouve que c'est des questions qui sont vraiment importantes à aborder et c'est vraiment important que chacun prenne conscience, en fait, lorsqu'il y a un problème au travail, lorsqu'on se sent c'est too much, d'aller chercher de l'aide. Vraiment, ça sert à rien de se faire mal, ça sert à rien parce que vraiment, je le dis, le travail, c'est effectivement une grosse partie de sa vie, mais en fait, si tu as un accident, si tu meurs, ils vont te remplacer en 1 semaine et demie et même pas, en fait. Ton poste, il va être publié. Donc, vraiment, l'important, c'est vraiment que tu prennes soin de toi. Et du coup, est-ce que tu donnes, toi, des solutions lorsqu'on est victime de toute cette charge de discrimination ou de harcèlement au travail, parce qu'on a parlé aussi, il y a le harcèlement aussi au travail qui est beaucoup trop présent. Moi, je l'ai vu d'ailleurs. Enfin, ce sera un autre sujet, mais voilà, je l'ai vu et c'est juste n'importe quoi. C'est toujours des managers incompétents d'ailleurs. D'ailleurs, il m'a fait pousser 2 cheveux blancs sur le crâne. Mais en fait, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que tu proposes du coup dans ta newsletter ou par les gens que tu as rencontrés? Quelles sont les solutions qu'ils ont pour lutter contre tout ça? Ouais, bah c'est pas forcément des solutions. Déjà, s'il y a un référent ou une référente harcèlement dans l'entreprise, ou aller voir, tu vois, la RH ou le RH pour pouvoir en discuter, se faire épauler. Déjà, c'est bien. Et même si on se sent pas forcément de parler à son manager, sa manageuse ou les RH, ne serait-ce qu'ouvrir la parole dans son entourage proche professionnel, c'est déjà un peu, tu sais, ouvrir une première vanne et qui peut te permettre après d'aller chercher du soutien ailleurs. T'as aussi le fait d'en discuter dans d'autres espaces. Moi, je sais que ce soit avec la newsletter ou même hors newsletter, j'ai déjà participé à des groupes de parole. Des fois, j'en organise et c'est tout bête, mais c'est aussi rassurant de pouvoir échanger avec des gens qui vivent la même chose que toi et sans aller jusqu'à la rupture dont tu parlais et que ce soit too much, mais identifier parfois les premiers signaux faibles ou les premiers trucs que tu peux laisser passer ou qui te semblent un peu bizarres. Dire, mais en fait, d'autres personnes le vivent. Donc, ça me confirme que c'est pas normal et que je peux commencer à en parler. Ça aussi, c'est essentiel. Donc, je dirais vraiment que c'est
à la fois activer tous les ressorts que tu as en entreprise, ou alors aussi t'entourer de gens pour pouvoir en échanger et te sentir rassuré. Et après, il y a des stratégies aussi à avoir. Je sais que moi, je suivais... c'est Marie Da Silva qui en parle aussi, qui en parle aussi énormément. Elle a plein de stratégies et je sais que elle avait lu ce conseil que j'ai un peu encadré. Tu sais, j'ai fait mon leitmotiv où elle disait je m'accorde pas plus de 300 secondes par jour pour parler de ces sujets qui me minent. Et ça me permet aussi de pas dédier cette énergie et plutôt cette perte d'énergie dans des sujets qui me pèsent au quotidien. Ouais, parce que je vais te dire, hein, franchement, je regarde un peu la caméra, là. Ne rentrez pas vraiment, pour les gens qui rentrent dans le monde du travail, quand on vous pose la question, alors, qu'est-ce que tu penses de X situation? N'en parlez pas. Vraiment, parlez de la nature, parlez des réseaux sociaux, parlez de tout sauf de ça, en fait. Vraiment, c'est juste un conseil. Vous n'êtes pas conseiller politique, vous n'êtes pas conseiller municipal, faites attention. Voilà, c'est une autre charge, en fait. C'est une charge un peu déguisée quand on te pose des questions, tu sais. Après, qu'est-ce que tu penses de telle situation? Et après, on va rentrer dans un truc... En fait, je trouve que ça dépend des personnes avec qui t'en parles. Mais si c'est un débat stérile, oui, voilà. juste moi, plutôt comme oui, ça. c'est ça. Aussi, ces débats stériles. C'est GG qui vient. Alors, t'as vu ce qui s'est passé dans X machin? Oui, et puis c'est surtout qu'en plus, t'as des saisonnalités ou des moments. Ah oui, t'as des saisonnalités ou des moments où on n'a pas l'énergie pour en discuter. Et je pense, tu vois, notamment l'année dernière aux élections. C'était des moments où t'es déjà sous pression et t'as pas envie, en plus, de te rajouter cette charge de sensibilisation, d'éducation ou de débat. Ouais, faites attention. Du coup, c'est vraiment ça. Est-ce que t'as un petit mot de la fin? Je dirais vraiment, parlez-en autour de vous, avec des proches, des potes, trouvez des alliés autour de vous. Des professionnels aussi. Oui, des professionnels. C'est important. Et surtout, prenez soin de vous. Exact. Prenez soin de vous. Donc, c'était le mot de la fin. Merci encore. Merci, c'était bien dans cette épisode. Bon, on a un peu dépassé le temps, donc on va un peu se dépêcher aussi. Mais c'était bien. C'était une première dans ce petit studio. Merci beaucoup. J'étais ravie de t'avoir. Je suis vraiment contente de t'avoir. En plus, j'ai plusieurs nouvelles références à ajouter à mon petit panier. Ouais, je te donnerai encore plus de nanas. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et partager cet épisode à toutes les personnes qui sont victimes du coup de harcèlement, qui ont de la charge de travail. N'hésitez surtout pas à aller suivre Apolline sur la piscine. Je vous dis à très bientôt. Bye! Bye!